Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Nos compatriotes savent ce que c'est que le problème de l'énergie aujourd'hui, rien qu'à considérer leur facture d'électricité. Nous allons en parler avec Bruno Combi. Bonjour Bruno, vous êtes le bienvenu sur ce plateau et vous êtes déjà venu vous exprimer sur ces questions. Alors vous êtes ingénieur en physique nucléaire, polytechnicien, personne n'est parfait. On fait ce qu'on peut. Voilà, et vous êtes président de l'association des écologistes pour le nucléaire, ce qui situe déjà largement les problèmes que nous allons évoquer dans cet entretien. Alors, on va commencer très simplement sur le tableau général des problèmes énergétiques. Bon, nos compatriotes constatent une hausse brutale des tarifs d'électricité et des hydrocarbures. Est-ce qu'il s'agit d'une pénurie absolue ou bien il s'agit d'erreurs de politique énergétique Bref, comment expliquer tout d'un coup ce qui nous arrive ? Eh bien, Olivier, il y a une conjonction de différents phénomènes qui vont tous dans le même sens, qui est celui de la hausse du prix de l'énergie, à la fois du pétrole ou des hydrocarbures et aussi du prix de l'électricité. Et comme tout arrive un petit peu en même temps, ça fait une hausse générale des prix de l'énergie. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on a eu à la fois la relance post-Covid qui a été très forte et notamment en Chine et qui s'applique donc en particulier au marché du pétrole, puisque c'est un marché international. Donc le fait que en France, l'économie n'est pas totalement florissante, mais comme elle l'est dans d'autres régions et notamment en Asie, eh bien ça tire les prix du pétrole fortement vers le haut. Et puis, à un autre niveau, qui est plus celui de l'électricité, notamment pour nous en France, il y a une conjonction, là aussi, de différents facteurs, et notamment le fait qu'il y a eu des erreurs de politique énergétique majeures. On n'a pas suffisamment construit de capacité électrique, et non seulement on n'en a pas construit, mais on en a même arrêté au moment même où on veut électrifier tous les transports et avoir des voitures électriques, multiplier les objets connectés pour être un monde moderne, et en même temps se désengager le plus possible du pétrole et du gaz, donc chauffer les maisons avec davantage d'électricité. Donc en même temps que le besoin augmente, et c'était parfaitement prévisible, eh bien on ferme des usines de production d'électricité. Donc, comme tout ce qui est rare ou très demandé est cher, le prix de l'électricité est cher. Et il se rajoute à ça une désorganisation, on peut dire, liée au Covid, qui fait que EDF, qui avait planifié, c'est quelque chose de très planifié, le nucléaire et l'électricité, et donc EDF avait planifié des arrêts de tranche, ça se prévoit un petit peu à l'avance. Oui, mais il y a la 8 d'arrêtés. Oui, voilà, il y en a un certain nombre qui sont arrêtés, un petit peu plus que d'habitude, parce qu'il y a eu des emplois des planifications schedule en anglais qui ont été repoussées et qui empiètent sur la saison d'hiver où en principe on devrait avoir tous nos réacteurs. Donc ça, on peut dire que c'est la désorganisation liée au Covid, si vous voulez, qui a désorganisé certaines choses en France mais aussi dans d'autres pays. Et donc pour EDF, ça se traduit par le fait qu'il y a un peu moins de réacteurs disponibles que d'habitude. Ça, c'est conjoncturel. La bonne nouvelle, c'est que normalement, dans un an ou deux, ce côté-là, ça sera plus le cas. Par contre, les erreurs de politique énergétique qui consistent à vouloir miser à fond sur des énergies qui ne marchent pas ou qui sont intermittentes, alors qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie et au bon moment, ça, c'est une erreur profonde, fondamentale, qui, elle, ne disparaîtra pas si on ne corrige pas le tir. Oui, parce qu'on a eu un ministre qui s'appelait Nicolas Hulot, qui était ministre de M. Macron, qui était ministre de la transition écologique. Entendez, si je ne me trompe pas, transition vers les énergies d'alternance, l'éolien... Limiter le nucléaire à 50%, c'est ce que voulait le président. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu des décisions de politique énergétique qui ont été prises depuis 10 ou 20 ans. La grande mode, c'est de développer davantage les énergies renouvelables. L'ADEME, tout le monde va un peu dans ce sens-là, sauf que c'est une chimère, c'est un rêve qui ne marche pas parce qu'on ne peut pas remplacer une source d'énergie constante dont on a besoin en permanence par une source d'énergie intermittente qui fonctionne au petit bonheur et à la chance quand ça veut. Malheureusement, le vent ne souffle pas tout le temps. Le coefficient de production des éoliennes, c'est en moyenne, c'est 20%, 30% maximum quand on les met en mer, de 35 grand maximum. Voilà. Et ben, plus de la moitié du temps, quand c'est pas les 3/4 ou les 8/10, on n'a pas de vent ou pas suffisamment. Le soleil, c'est pareil. Coefficient de production en moyenne, c'est de l'ordre de 20% du temps.
Quand on a un panneau solaire de 1000 watts qu'on met au soleil, eh ben, il va produire en moyenne 200 watts. Je crois que vous avez des panneaux solaires. Voilà, donc moi je connais bien la question puisque à mon petit niveau, j'ai une maison passive, positive en énergie, en proche banlieue parisienne, à Houille, que j'ai construite. Donc on peut produire de l'énergie avec sa maison. En ce qui me concerne, j'en produis autant que ce que la maison consomme. Et puis j'ai fait une deuxième tranche de panneaux solaires. Donc ça, c'est avec 20 mètres carrés de panneaux solaires, 12 panneaux. Donc c'est l'équivalent de la consommation de ma maison. Bon, il faut préciser que ma maison est une maison à très très basse consommation, où j'ai tout optimisé avec pompe à chaleur, puits canadien, ventilation double flux, isolation renforcée, conception bioclimatique, récupération de la chaleur de l'eau des douches, des bains et des eaux chaudes avant de rejeter l'eau chaude à l'égout. On la refroidit pour récupérer la chaleur. Donc c'est un peu la maison prototype de ce qu'on peut faire de mieux comme maison basse énergie, très basse énergie. Mais donc, ça ne vous empêche pas de déplorer le fait que les énergies dites alternatives ne sont pas évidemment suffisantes. Mais écoutez, moi je suis pour les énergies alternatives. En tant qu'écologiste, ça me paraît normal, mais ça ne produit pas tout le temps. Voilà. Et en ce qui concerne ma maison, elle produit beaucoup le plus en été, quand il y a du soleil. Voilà. Et j'ai besoin le plus d'énergie en hiver, quand il faut alimenter ma pompe à chaleur à haut rendement, qui est une très bonne pompe à chaleur, qui produit 6 fois plus de chaleur avec la même quantité d'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle un coefficient de performance, le COP, qui est de 6. Donc, vous voyez, c'est quand même très bien. Ah, c'est bien, mais oui. Malgré ça, en hiver, quand il fait froid, souvent, il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent. Alors, donc, je suis très content d'être connecté au réseau électrique français avec son énergie hydraulique et nucléaire, qui me fournit une énergie abondante, fiable et pas chère au moment où j'en ai besoin. Moi-même, j'ai des panneaux solaires. 9 kW, oui. C'est le maximum pour les privés. Et ça couvre à peu près mes besoins d'électricité. Mais je ne vais pas pousser aussi loin que vous la logique. Mais ce qui veut dire quand même que quelqu'un qui est écologiste comme vous-même, vous ne vous interdisez pas de préconiser le nucléaire. Absolument, puisque en hiver, comme on le disait, je suis bien content d'avoir l'électricité nucléaire quand mes panneaux solaires ne produisent pas. Voilà. Alors justement, ces centrales, ces réacteurs, sont-ils trop vieux? Parce que le programme, ça a commencé en 1973. En décembre 1973, M. Pierre Messmer, Premier ministre, prononce un discours fameux dans lequel il dit « Nous allons répondre au choc pétrolier par le développement des centrales nucléaires » qui commencent à produire à partir de 80, c'est ça? Alors il faut préciser que suite au premier choc pétrolier, donc survenu brutalement en 1973, ce n'était pas prévu. Non. Donc 3 décisions ont été prises à ce moment-là. Pas une qui consiste à faire un nucléaire, mais 3. Oui. Il y avait bien sûr le programme nucléaire, mais aussi ce qu'on appelait la chasse au gaspillage, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, si vous voulez, aujourd'hui, les économies d'énergie, et le développement des énergies renouvelables, déjà. Voilà. On peut dire que sur ces 3 décisions, il y en a une qui a été un grand succès. Ça a été le programme nucléaire. Il y en a une qui a été un demi-succès, mais que quand même pas mal, c'est les économies d'énergie, puisqu'on a mis en route les premières réglementations thermiques pour le bâtiment, notamment. Donc ça a plutôt été un succès. Après, ça n'a pas été au point où on a divisé la consommation d'énergie par 2 et encore moins par 4, évidemment, puisqu'on était encore dans une forme de boom économique. Et donc, les consommations d'énergie en France a continué à monter sur cette période de temps. Mais on a mis en route le principe de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, et ça, c'était bien. Donc, j'appelle ça un demi-succès, si vous voulez. On a pu réduire, on a pu être plus efficace, mais néanmoins, la consommation a continué à augmenter. Voilà. Et le 3e point, c'était les énergies renouvelables et intermittentes, donc, qui ont déjà fait l'objet d'un grand plan à ce moment-là. Par contre, ça a été un échec total. Et je constate avec consternation qu'aujourd'hui, on est en train de recommencer constamment ce qui a déjà fait la preuve de son incapacité à répondre à la question. Et donc, on refait éternellement les mêmes erreurs. C'est dommage. Oui, en effet. Peut-être, Bruno Combi, vous pourriez nous parler de ce qui s'est dit le 13 janvier, notamment par la voix du ministre de l'économie, qui a annoncé que la hausse du tarif réglementé de vente d'électricité serait bien limitée à 4%. Ça, c'est la première partie de ce qu'il a annoncé. Et EDF devra brader en 2022 encore plus d'électricité nucléaire à ses concurrents. Coût de l'opération, environ 8 milliards d'euros. Oui, ce qui fait beaucoup d'argent quand même. Oui. Alors, donc la situation, c'est que le prix de l'électricité a beaucoup augmenté. Donc le prix de l'électricité est maintenant une sorte de marché régional à l'échelle européenne, si vous voulez, puisque toute l'Europe est interconnectée électriquement. Donc les prix
sont régulés par des mécanismes qui nous échappent un petit peu. Complètement. Même Bruno Le Maire l'avait reconnu d'ailleurs. Oui, et c'est d'ailleurs extrêmement dommage parce que la France, il n'y a pas de raison qu'en France on paye les pots cassés de systèmes qui nous sont un peu imposés par l'Europe ou par d'autres pays ou par des mauvaises décisions prises ailleurs que chez nous. Notamment les prix allemands. Voilà, notamment les prix allemands. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix de l'électricité a augmenté de l'ordre de 40%. Comme on est à la veille d'une élection importante en France, ça fait mauvais effet. Donc des ordres ont été donnés de limiter, de modérer cette hausse pour qu'elle ne soit que de 4%, ce qui est déjà beaucoup. Pour les ménages français, en tout cas jusqu'à l'élection. Après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en attendant, on paye avec de l'argent magique, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on demande à EDF, débrouillez-vous, on s'arrangera après, en gros. Ouais. Voilà, donc EDF, qui doit déjà faire face à d'autres difficultés, doit maintenant... 42 milliards d'euros de dette. Voilà, mais bon, il y a plusieurs choses dans la dette, et notamment le fait qu'on a des réacteurs nucléaires qu'il faut amortir avec le temps. Ça, c'est normal, c'est des investissements de long terme. Mais ils ne sont pas amortis. Voilà, ils ne sont pas complètement payés encore, non. D'accord. Et puis ensuite, il y a des mauvaises décisions qui sont prises, qui font qu'il y a des trous qui se creusent, des conséquences, des choses à payer. On demande de recapitaliser ceci ou cela. Le gouvernement donne des ordres de dépenser dans telle ou telle direction. Donc ça fait qu'à l'arrivée, il y a beaucoup de dépenses. Le prix de l'EPR de Flamanville, par exemple, qui passe de 3,4 à 20 milliards d'euros. Une autre dépense qui explose. Oui, c'est une dépense importante, plus importante que prévu, même beaucoup plus importante que prévu. Ceci dit, pas grand monde ne croyait au premier devis de 3 milliards d'euros. C'est ce qui était annoncé au début. C'était évident que ça coûterait beaucoup moins cher. Oui, mais ça 3 milliards d'euros, c'était le prix. Beaucoup plus cher. 3 milliards d'euros, c'est le prix si on considère que c'était un EPR construit en très grande série. Enfin, on se référait au prix d'avant, du premier programme nucléaire français. Mais là, on avait construit 60 réacteurs d'un coup. Et là, on n'a aucune expérience puisque c'est un nouveau voilà, concept. Là, c'est un prototype. Et construire un prototype, ça coûte beaucoup plus cher que de construire un appareil construit en grande série. Donc le prix de 3 milliards d'euros était franchement pas crédible. Voilà. Maintenant, le prix vrai qu'on peut envisager pour l'avenir est plutôt de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros. Souvent, on tombe sur 8 milliards d'euros à peu près. À condition d'en faire plusieurs. À condition de le faire en série, que ce soit planifié, que ce soit organisé. Parce que si à chaque fois, on doit repartir à zéro, je dirais pas en improvisant, mais en reformant des ingénieurs, en recréant une nouvelle usine, et on fait du stop and go en permanence parce qu'on n'a plus les ressources, ça va pas. Donc, le premier programme nucléaire français a été un très grand succès industriel. Pourquoi ? D'abord parce que le programme était standardisé, c'est-à-dire qu'en France, on avait un modèle de réacteur nucléaire qu'on avait conçu de la meilleure manière possible, en prenant l'expérience américaine qui existait déjà avant nous, et en l'optimisant, en l'améliorant et en le testant, puis ensuite en faisant des économies 20, 30 réacteurs de la même série. Voilà, et donc ça fait des économies d'échelle importantes, ça divise par 2, par 3 le prix. Les Américains n'ont pas fait ça, ils ont un très grand nombre de toutes petites compagnies d'électricité, enfin beaucoup plus petites qu'EDF, qui chacune a 1, 2, 3, 4 réacteurs maximum. Avec des technologies différentes. Avec des technologies qui changent à chaque fois et des puissances qui changent à chaque fois. Donc il n'y a pas 2 stocks de pièces de rechange qui sont identiques, il n'y a pas 2 études pour savoir comment ça va marcher qui sont identiques, donc il faut à chaque fois reprendre à zéro et payer le prix d'un prototype. Et c'est pareil pour la maintenance après. Et donc finalement, ça coûte beaucoup plus cher. Donc la France a eu ce génie, cette intelligence de standardiser son parc de réacteurs pour diminuer les prix de revient. Donc ça, c'était une très bonne décision économique qui a été prise. Et malheureusement, pour l'instant, on ne construit qu'un seul prototype, donc on n'est pas du tout là-dedans. Du coup, le prototype coûte beaucoup plus cher, bien sûr, que les réacteurs d'avant. Les 2 réacteurs anglais ne fonctionnent toujours pas non plus. Alors, les réacteurs anglais, ils sont au début de leur construction. Le réacteur finlandais est en fin de sa période de construction. Et on a une bonne référence qui est en Chine. En Chine, il y en a 2 qui fonctionnent. Il y en a 2 qui ont été construits et qui sont, pour faire simple, on time et on budget, c'est-à-dire que tout a été respecté. Alors, il y en a un qui a dû être arrêté quand même. Le budget. Alors, il y en a un qui a été arrêté provisoirement depuis, mais qui, me semble, a redémarré, pour des questions de fonctionnement. Il y avait un léger dégagement de radioactivité dans le circuit primaire, ce qui signifie que une des barres de combustible avait une petite fissure qui dépassait un petit peu la norme autorisée. Donc, dans ce cas-là, il y a une procédure normale. Ça arrive de temps en temps. C'est arrivé plusieurs fois en France aussi.
Donc, parce que vous avez des milliers et des milliers de ces barres de combustible dans un seul réacteur. De temps en temps, il y en a une qui va avoir une toute microscopique fissure, donc quelques fuites de gaz radioactifs qu'on retrouve dans le circuit primaire. Immédiatement, c'est détecté, on arrête le réacteur, on regarde ce qui se passe, d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc c'est ce qui a été fait en Chine, mais ça a été fait également plusieurs fois en France, et ça arrive dans tous les réacteurs du monde entier. C'est normal et il n'y a rien de grave. Est-ce qu'on ne risque pas, avec cette histoire de prototype, d'être obligé de faire appel à des techniciens chinois pour prolonger notre programme EPR? Écoutez, en sachant que EPR, c'est un programme européen. Oui. Ça serait quand même un comble. Écoutez, j'espère que non, parce que EDF reste quand même une des plus grosses compagnies d'énergie au monde, d'électricité au monde, oui. Une des plus grosses exploitantes nucléaires au monde aussi, puisque les Américains sont éparpillés entre beaucoup de petites compagnies. Les Américains ont une centaine de réacteurs, donc c'est plus que nous. Mais il y a beaucoup de compagnies différentes. Donc EDF reste un très gros exploitant nucléaire qui fait très bien son travail. Dans un environnement national, politique, etc., médiatique aussi, parfois de plus en plus perturbé. Oui. Et donc EDF est sous pression de feu de toutes parts, où on lui donne des ordres politiques, on en dit du mal beaucoup à la télévision, on est toujours soumis à ce que disent un tel et un tel. Il y a aussi des pressions économiques, il y a le concurrent pétrole, le concurrent gaz, enfin... Les normes qui changent sans cesse, les modes de calcul pour l'argumentation thermique dans la construction neuve pour les maisons et les bâtiments, qui est une vraie honte et qui, depuis plus d'une dizaine d'années, a favorisé le gaz, mais d'une manière vraiment scandaleuse, puisqu'on construisait plus que des maisons chauffées au gaz depuis plus de 10 ans. En effet, mais le gaz n'est pas polluant en soi. Le gaz, c'est quand même du CH4, la formule chimique, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, qu'on va brûler pour faire du CO2. Oui. Donc il faudrait se mettre d'accord sur les objectifs. On entend dire partout, et Barbara Pompili, notre ministre de l'Environnement, l'a de nouveau répété récemment, l'ennemi numéro 1, c'est le CO2. Il faut tout faire pour réduire le CO2. Donc à partir du moment où on fait tout pour réduire le CO2, on ne construit pas d'usine à gaz. Ouais. Voilà. Et les centrales à gaz, ça ne va pas. Ça émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez, par exemple, en Bretagne, on vient de terminer une grosse centrale à gaz au-dessus de Landerneau pour suppléer le fait qu'il n'y ait pas de nucléaire en Bretagne. Exactement. Donc là, il y a un décalage. En fait, quand on ferme la porte au nucléaire, on ouvre la porte du gaz. C'est comme des vases communicants. On n'a peut-être pas forcément totalement fermé la porte au nucléaire, parce qu'on a entendu le président Macron dire qu'on allait relancer la fabrication de mini-réacteurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce retournement? Est-ce que c'est un retournement d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle politique nucléaire présidentielle? Alors, d'abord, je me réjouis que le président Macron fasse des déclarations un peu plus en faveur du nucléaire qu'au début de son quinquennat. Voilà, que ce qu'on a pu voir au départ. Parce que pour l'instant, si on regarde, ça, ce sont des belles paroles, mais si on regarde au niveau des actes, nous sommes en campagne électorale, ça ne vous aura pas échappé. Non. Et donc, l'élection se joue beaucoup à droite, ça ne vous aura pas échappé non plus. Et donc, Emmanuel Macron, pour être réélu, s'aperçoit qu'il ferait peut-être bien d'être un peu plus pro-nucléaire. Donc, il fait des déclarations pro-nucléaires. Mais si on regarde ses actes, ce n'est pas du tout à la hauteur de ses paroles pour l'instant. Et je ne parle même pas des promesses. Les actes, eh bien, il y a eu, depuis le début du quinquennat, l'arrêt d'Astrid, qui était un réacteur du futur. Voilà ce qui est scandaleux. Désolant. Voilà, déjà les socialistes avaient fermé Superphénix en 1997. Grâce à Madame Voynet. Grâce à Madame Voynet, c'était déjà une erreur monumentale. Puisque Superphénix, c'est un réacteur qui consomme de l'ordre de 100 fois moins. 100 fois moins, vous imaginez un peu. Et qui recycle les déchets. Voilà, et qui peut manger les déchets produits par les autres réacteurs tout en consommant 100 fois moins d'uranium naturel. Et Astrid, c'est la même chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et Astrid, c'est pareil, c'est la même technologie des réacteurs au sodium. Voilà. Mais en fait, normalement, on devait faire, après Superphénix, un réacteur qui s'appelait l'EFR, European Fast Reactor. Voilà, dont les plans détaillés étaient à peu près terminés. Et donc, on était prêt à se lancer dans ce nouveau réacteur à neutrons rapides qui aurait pris la suite de Superphénix, qui était déjà un réacteur de démonstration industriel, un réacteur installé qui produisait. Il a produit quand même 97% du temps. La dernière année avant sa fermeture purement politique. Donc, on a fait la démonstration avec Superphénix que les réacteurs au sodium, ça fonctionne. Et le monde entier nous enviait ça. Et on a décidé de l'arrêter. Et puis ensuite, il y a eu les socialistes au pouvoir pendant quelque temps.
Monsieur Jospin. Donc on a un peu mis ça sous le manteau pendant quelques temps. Et puis on s'est dit, comme on a quand même besoin de réacteurs à neutrons rapides pour pas être complètement ridicule en France, parce que les Russes, eux, continuent à développer leur filière rapide. Ils avaient BN 600, ça veut dire réacteur rapide BN, 600, parce que 600 MW. Nous, Superphénix, c'était 1240 MW électriques. Ouais. C'était le plus gros réacteur à neutrons rapides au monde, le seul de taille industrielle qui fonctionnait aussi bien. Voilà, donc les Russes, ils ont BN 600, c'est 2 fois moins. Ils ont fait BN 800, ils ont BN 1200 derrière. Voilà, donc les Russes continuent à avancer, les Chinois sont en plein développement, les Américains commencent à s'y remettre, on voit que tout le monde y vient et qu'en France, on fait toujours rien. Donc on se dit, il faut quand même faire quelque chose, c'était dommage. Alors on a dit, on va faire Astrid. Alors, au début, on faisait des plans, on réduisait l'EFR, on a dit, au lieu de faire un EFR 1500 MW, on va faire un peu moins, 1000, etc. Puis on a diminué. Puis après, on s'est dit, ça n'a pas bonne presse tout ça, donc on va changer de nom, et puis ça va s'appeler Astrid. Voilà. Et ensuite, on a baissé la puissance d'Astrid progressivement jusqu'à ce qu'il fasse de l'ordre de 100 ou 200 MW électriques. Parce que sous prétexte de budget, on dit non, on va faire plus petit, ça sera mieux. Mais en fait, on savait déjà faire 1200 MW. Pourquoi on revient petit comme ça ? Voilà. C'est ridicule. Alors, il faut redire qu'Astrid recycle aussi les déchets nucléaires. Mais c'est le même genre de réacteur. C'est des réacteurs sodium, refroidis au sodium, à neutrons rapides. Alors, Bruno Cambier, nous allons quitter un petit peu le nucléaire, faire une pause, et on va aller sur les énergies fossiles, parce que quelque chose me dit qu'on va quand même continuer à en dépendre assez largement, compte tenu de ce que vous venez de nous dire. Oui, toujours en compagnie de notre invité Bruno Cambier. On évoquait à l'instant cette nouvelle politique d'Emmanuel Macron en matière du nucléaire et son projet de relancer l'activité via l'installation, la création de plusieurs petits réacteurs sur le territoire. Est-ce qu'on a la technologie? Est-ce qu'on maîtrise le procédé d'élaboration de ces réacteurs? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, sur le plan qui nous est proposé, pour l'instant, c'est 6 réacteurs de type EPR avant 2035 et sans doute en option 8 de plus avant 2050. Quand je fais la multiplication, la puissance étant de 1600 MW, on arrive à 23 gigawatts. Or, ce plan est censé remplacer nos réacteurs actuels. Donc je constate qu'on passe de 63 gigawatts qu'on avait avec Superphénix inclus, 61 maintenant sans Superphénix, et que dans le plan qui nous est proposé, on descend à 23. Donc j'appelle pas ça un programme pro-nucléaire, personnellement, c'est un programme de forte réduction du nucléaire. Donc il y a déjà tromperie sur la nature de l'orientation du programme. Donc, le fameux en même temps. C'est du en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, on dit je vais construire 6 et même 14 réacteurs nucléaires. Mais ça, on pourra en faire moins. Du coup, on se met une étiquette, une casquette de pro-nucléaire, alors qu'en fait, ça consiste à ne pas remplacer une grande partie du parc actuel. Oui. Donc déjà, là, il y a une petite entourloupe qu'il faut bien éclaircir pour que nos auditeurs comprennent. Première chose. Deuxième chose, donc les petits réacteurs nucléaires. Donc il est dit aussi que nous allons développer des petits réacteurs qui pourraient contribuer également en France. Alors jusqu'à maintenant, au début de l'industrie du nucléaire, on faisait des petits réacteurs, 300, 600, puis après ça augmentait la puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des économies de taille. Oui. Et que quand on fait un réacteur plus gros, les frais fixes sont amortis sur une puissance plus grande, donc ça coûte moins cher. Et on constate ça même pour les éoliennes, par exemple. Au début, on faisait des petites éoliennes sympathiques, et puis ensuite, les éoliennes sont devenues de plus en plus grosses, et maintenant, elles sont plus hautes que la tour Montparnasse, et 3 fois plus hautes que la cathédrale de notre pays, Notre-Dame de Paris. Donc c'est devenu des monstres d'acier. Et donc cette règle qui veut qu'on est plus rentable économiquement quand on fait une machine plus grosse, elle reste vraie. Pour les centrales. Pour les centrales. Oui. Et donc dire qu'on va remplacer les grosses centrales par des petites et que petites coûteront moins cher, je demande à voir. Parce que pour l'instant, c'est contredit par tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire du nucléaire, dans le monde entier jusqu'à maintenant. Et même dans l'histoire des hauts fourneaux en Chine. Donc je pense qu'il les petits hauts fourneaux dans les campagnes chinoises, ça a été un bid effroyable. Exactement, et on les remplace par des hauts fourneaux plus grands qui ont une production plus importante et qui sont plus faciles pour manager une grosse production d'acier, bien évidemment. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que ces petits réacteurs qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactors, ne soient pas utiles. Ils sont très utiles. Pourquoi ? Pour certaines régions du monde qui sont un peu reculées, où il n'y a pas besoin de grosses puissances. Pour une grosse plaque électrique comme l'Europe,
Ouais. Eh bien là, c'est des unités de 1000 MW, 1500 MW qu'il faut. Et il n'y a pas de problème, la plaque est tellement grosse que ça n'a pas de sens de mettre des réacteurs plus petits. Voilà. Ça peut avoir du sens peut-être pour faire du chauffage, si on veut faire du chauffage urbain pour des villes. Mais il y avait des projets en ce sens dans les années 70 et 80 qui ont tous été abandonnés en France. Ça se fait sur d'autres réacteurs ailleurs dans le monde. On va sans doute y revenir aussi pour la France ou pour l'Europe, parce que ça n'a pas de sens quand on a une centrale qui fait 3000 MW thermiques, d'en mettre 2000 pour réchauffer la rivière et l'océan, oui. et 1000 uniquement qu'on exploite sous forme d'électricité. Donc on va récupérer un jour ou l'autre cette chaleur. On peut chauffer des serres avec, on peut chauffer des villes. Hein. Et donc il y a eu des plans pour faire ça dans les années 80, et puis comme le pétrole n'était pas cher, comme il y avait d'autres solutions, on brûlait encore du charbon pour faire de l'électricité, etc., eh bien, on n'a pas donné suite à l'époque. Mais dans un monde où l'énergie est de plus en plus chère, eh bien, on va se mettre à réutiliser cette énergie dans le futur. Et je pense que dans le cadre du nouveau programme de 6 et 8 réacteurs qui sont prévus, que nous a annoncé notre président de la République, il faudrait intégrer, bien sûr, le chauffage des villes. Comment raccorder des villes comme Grenoble ou certaines banlieues de la région parisienne qui ont déjà des réseaux de chaleur. Il faudrait raccorder ce réseau de chaleur sur des tuyaux qui viennent des centrales nucléaires, qui apportent de l'eau chaude et c'est de la chaleur gratuite. Parce que la vapeur d'eau qui s'échappe des tours de refroidissement des centrales, on peut la capter, sinon on pourrait la capter éventuellement. Non. Alors non, c'est pas au niveau de la vapeur que ça se fait, c'est directement au niveau de la sortie chaude de la turbine. Au lieu de réchauffer la rivière, on fait passer ça sur un échangeur, ce qui permet de réchauffer l'eau, et on va l'envoyer à ce moment sur les Donc on aura toujours ces panaches de vapeur, d'eau. Ben on en aura moins, mais ça c'est pas polluant, le panache de vapeur d'eau, c'est pas ça qui est gênant. Sauf que les Français s'imaginaient que c'était relié au réacteur. Hein. Une majorité de Français s'imaginent que... C'est bien sûr. Bruno Combi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'opération que Emmanuel Macron est en train de mener actuellement, comme on le disait quelques semaines avant la présidentielle, concernant ce milliard qu'on va donner à General Electric pour racheter les turbines Arabelle? Ça fait un petit peu politique de gribouille. Totalement. Voilà, totalement. C'est comme imaginer que j'ai une voiture... j'estime que je n'en ai plus besoin. Alors, cette voiture contient des secrets de fabrication. C'est un prototype, en réalité. Hein. Arabelle, c'est la plus grosse turbine au monde. Oui. Hein, aucun autre pays ne fabrique des turbines aussi puissantes et qui marchent aussi bien. Hein, donc, c'est un outil stratégique, industriel extraordinaire. Et donc, imaginez qu'on vende une voiture, mais cette voiture contient des secrets de fabrication. C'est la meilleure voiture au monde. Hein. Donc, on la vend à un concurrent pour pas cher. Ouais. Voilà. Et ensuite, 3 mois après, on réfléchit un petit peu, puis on se dit, non, finalement, elle était pas mal cette voiture, donc je vais la racheter. Oui, et plus cher. Et je la rachète, plus cher ou pas plus cher, c'est difficile de comparer, parce qu'entre-temps, ils ont changé le périmètre. Ouais. C'est-à-dire que le morceau qu'on rachète, c'est pas le même morceau qu'on avait vendu. C'est un morceau plus petit. Ouais. Donc la comparaison est difficile à faire. Mais indépendamment de ça, le problème, c'est pas ça. C'est pas le prix. Peut-être même que c'est une bonne opération, à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est surtout que c'était la turbine la plus précieuse au monde. C'était bardé de secrets industriels. Et donc, on rachète. Et maintenant, les secrets ont été donnés. Ils ont eu accès au plan, au savoir-faire, à la méthode, et pas seulement la turbine Arabelle. Il y a aussi également là-dedans des techniques de fabrication du porte-avions Charles de Gaulle, avec les turbines du porte-avions nucléaire. Et également de nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, sous-marins nucléaires d'attaque, etc. Donc en fait, il y avait des secrets industriels de haute valeur et des secrets militaires de grande valeur également, auxquels les États-Unis, qui sont certes nos alliés, mais quand même, pour l'avenir, on n'est jamais très sûr. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc on a donné nos secrets à des puissances étrangères. Alors quand vous dites on a donné, c'est clairement M. Macron. Et on les a bien donnés, en fait, offertes. Parce que quand on a calculé le prix de vente de la société, on n'a pas tenu compte du prix moral, du secret qui était dedans. Sûr. On a juste regardé le chiffre d'affaires, comme on fait classiquement quand on vend une société. On regarde combien elle fait de chiffre d'affaires, combien elle fait de bénéfices, combien elle vaut en bourse, etc. Et comme mais là, il y avait des secrets auxquels ils ont eu accès gratuitement. Hein, et maintenant, certes, on reprend, donc même si on reprenait au même prix, en fait, il y a eu une perte immense, parce qu'on va se retrouver avec un concurrent. Songez que dans le domaine du nucléaire, à peu près un tiers des turbines au monde étaient fabriquées par l'usine de Belfort, par d'Alstom.
Pourquoi ? Parce qu'on faisait mieux que les autres. Parce qu'on avait des secrets de fabrication. Donc là, on a donné nos secrets de fabrication. Ça veut dire que demain, les Américains vont mettre sur le marché des turbines aussi bien que les nôtres, avec un discours, avec des pressions politiques, comme ils savent bien faire pour nous piquer le marché des sous-marins ou de choses et d'autres, des méthodes commerciales, quelquefois à la limite de l'honnêteté, on va dire, en tout cas pas toujours en tenant parole et rarement en respectant nos intérêts français, quand bien même on serait des alliés et des amis. Donc là, on va se retrouver avec un concurrent direct, simplement parce qu'on lui a tout donné. Oui. Voilà. Donc c'est de la politique de gribouille et de la très mauvaise stratégie industrielle. Là-dessus, M. Montebourg, à l'époque, qui était ministre des Finances, avait dit qu'il faudrait peut-être que l'État empêche ce rachat par General Electric. Il avait raison. Absolument, il et à ce avait moment-là, entièrement M. raison. Macron lui a répondu ceci: nous ne sommes pas le Venezuela. Autrement dit, nous ne sommes pas un régime communiste. Sauf qu'on oublie que General Electric avait reçu 150 millions de l'État fédéral américain, justement, pour pouvoir mener cette politique. Les États-Unis ont fait comme le Venezuela, quoi. Les États-Unis avaient intérêt à accéder à nos secrets industriels, c'est bien évident. Donc maintenant, ils vont pouvoir vendre plein de turbines que nous aurions dû vendre et qu'on ne vendra pas dans l'avenir. Alors je reviens à la question initiale, c'est maintenant les énergies fossiles. Tout à l'heure, nous disions que 30% de l'électricité dans le monde est encore au charbon. Que les fermes de minage du Bitcoin, par exemple, en Chine, fonctionnent à de l'électricité qui vient du charbon en partie. Donc, nous sommes encore dépendants des énergies fossiles, et notamment du pétrole, qui, pour être cher aujourd'hui, est quand même relativement abondant. Est-ce qu'on va rester longtemps dans la dépendance de ces énergies fossiles ? Alors, excellente question. D'abord, un petit détail. Les fermes de minage de Bitcoin en Chine ont déménagé, puisque la Chine a décidé d'interdire le minage de Bitcoin sur son territoire. Vrai. Donc, elles sont toutes parties au Texas, et au Canada, en Russie et dans d'autres pays. Ce qui est peut-être pas plus mal pour le Bitcoin, parce que dépendre trop d'un pays comme la Chine, c'est pas prudent non plus. Non. Voilà. Alors, en ce qui concerne la sortie des fossiles, on a un cas d'étude intéressant qu'on connaît bien, c'est celui de la France. La France, brutalement en 1973, choc pétrolier, besoin de se diversifier, puisqu'on n'a ni pétrole, ni gaz, ni charbon. Donc on s'est rendu compte brutalement qu'on était dépendant des autres et que ça pouvait nous coûter extrêmement cher à différents niveaux, économiques, mais aussi militaires, balance commerciale, stratégique, etc. Et donc on a pris une décision brutale, le programme nucléaire. Il nous a fallu combien de temps pour faire ce programme nucléaire ? 7-8 ans, enfin 6-7 ans. Plus que ça, puisque le dernier réacteur du programme, c'était le réacteur Civaux numéro 2, qui a été mis sur le réseau en janvier 1999 de mémoire. Donc en gros, c'est 25 ans. Alors à la fin, ça avait un peu traîné, on aurait pu faire un peu plus vite. Mais en gros, il faut, pour faire un programme nucléaire d'une certaine importance, comme le nôtre, il faut 25 ans. Et donc c'est intéressant parce que ce que le monde va devoir faire maintenant et demain, c'est exactement ce que la France a fait dans les années 70 et 80. Donc on a là le cas d'étude parfait. Les modèles de réacteurs existent, la volonté politique apparaît brutalement et on veut faire la conversion. En fait, la France a déjà fait sa transition électrique. Donc le monde entier va faire la même chose. Donc il faut en gros 25 ans à l'échelle d'un pays comme la France. À l'échelle mondiale, c'est plus gros, donc il faudra sans doute un peu plus de temps, mais c'est de l'ordre de 30 ans, maximum 30-35 ans. Donc ça veut dire qu'on pourrait, en 2050, avoir un monde où il n'y ait quasiment plus de charbon dans la production d'électricité, s'il y a la volonté politique pour le faire. Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des intérêts derrière. Si on regarde le cas de la France, donc on n'utilise quasiment plus de charbon pour faire notre électricité, déjà depuis le programme nucléaire, depuis 20 ans, 30 ans. On a fermé, je crois, récemment Gardanne. Alors, on a quand même prolongé les deux dernières centrales au charbon qui devaient fermer et qui sont prolongées à cause du fait qu'il nous manque la puissance de Fessenheim. Et voilà. Donc au moment où on dit, Madame la Ministre, le CO2, c'est la priorité numéro 1, en même temps, on dit « Ah oui, mais on va prolonger les centrales à charbon ». Et en même temps qu'on a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, les Allemands ont ouvert sur le Rhin une centrale à gaz avec 2 tranches de 1000 MW.
Donc pour compenser les 2 tranches de 900, voilà. Et donc avant, on exportait notre électricité propre de Fessenheim vers l'Allemagne. Maintenant, c'est l'Allemagne qui exporte son électricité fabriquée avec du gaz, donc du CO2, vers la France quand on a besoin d'électricité. Super, on a gagné pour la balance commerciale. Est-ce qu'on ne risque pas une vente à terme de EDF ? Alors, j'espère que non. Ceci dit, il est certain que quand une société fait des mauvaises affaires, ça la fragilise. Ouais. Et ensuite, quand elle est fragile, elle se trouve obligée, soit c'est un peu comme voilà, quelqu'un qui a plus d'argent, et ben après il faut qu'il fasse ce qu'il peut pour survivre quand même. Donc soit il est obligé de se marier s'il y arrive, mais il choisit pas toujours les conditions à ce moment-là. Soit il est obligé, dans le pire des cas, mais on ne souhaite pas, de se prostituer. Soit quelqu'un va venir et puis le gober, le racheter pour une bouchée de pain. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon signe. Donc, c'est vrai que cette... Bruno Le Maire n'exclut pas une nationalisation d'EDF, au moins temporaire. Et c'est peut-être pas idiot. D'accord. C'est peut-être pas idiot parce que ça serait un pas en avant dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que ce qui a fait le succès d'EDF, c'est justement que c'était une société contrôlée par l'État, avec une planification bien faite à l'avance, bien pensée, sur le long terme. Donc on pourrait parler du plan actuel qui est à mon avis très insuffisant. Moi je préconise plutôt un plan qui est ce que j'appelle le plan 80 à 100 gigawatts de l'AEPN, donc l'Association des écologistes pour le nucléaire. On a aujourd'hui une capacité de production nucléaire qui est de 61 gigawatts électriques et il faudrait la porter à 80 à 100 gigawatts pour faire face d'une part à l'électrification massive des transports et d'autre part à l'électrification massive du chauffage des bâtiments pour se libérer du gaz et du fuel qui est encore là quand même s'il y en a de moins en moins. Donc pour ça, il nous faut 80 à 100 gigawatts en tout. 80, c'est dans l'optique où on réindustrialise pas beaucoup, la réindustrialisation ne serait pas un grand succès, et où l'économie va mal, si vous voulez. Et 100 gigawatts, c'est dans le cas où on réindustrialise massivement notre production, c'est-à-dire qu'on refabrique tout en France, on redevient une grande puissance industrielle, et l'économie se porte plutôt bien à ce moment-là. Donc ça nous donne une fourchette, et on a besoin de 80 à 100 gigawatts de production électrique nucléaire. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, nous avons 25 gigawatts de capacité hydraulique qui permet de compléter pour faire les pointes. Et les pointes, on a déjà eu des pointes qui dépassent 100 gigawatts lors des pointes de production dans les hivers les plus froids, notamment au mois de janvier-février. Donc, et comme l'électrification des nouveaux besoins, ça va faire peut-être 40, 50 gigawatts, on déduit les économies qu'on va faire avec des machines plus efficientes, etc. Donc, on se retrouve avec un besoin qui est de l'ordre de 105 à 125 gigawatts, suivant comment il faut faire. Et donc, on déduit les 25 d'hydraulique et il nous faut 80 à 100 de nucléaire, puisque les éoliennes ne font pas le job et on ne peut pas compter dessus, donc il nous faut de toute façon la capacité. Et le solaire, c'est pareil. Donc, le besoin, c'est 80 à 100 gigawatts de nucléaire. Pour l'instant, M. Macron, dont je salue l'initiative qui consiste à annoncer enfin quelque chose de positif, s'engage sur 23. Oui, 23. 23 avec option des 8. Hein. Est-ce qu'on risque Donc il nous manque un facteur 4. Est-ce qu'on risque un délestage Alors, c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement électrique. Alors, dans les années à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, on avait une marge de sécurité électrique qui était relativement importante et confortable, qui était de l'ordre de 15-20% dans les meilleures années. C'est bien, ce qui nous permettait d'exporter massivement et donc de rééquilibrer la balance commerciale française et de sécuriser non seulement la France, mais toute la plaque électrique européenne. Or, on a vu que, par exemple, le premier avertissement, le grand blackout en novembre 2006, de mémoire, où il y a eu un blackout à l'échelle européenne. C'était la première fois. Donc ce risque-là augmente de plus en plus. Alors on a pris des mesures pour contrer. Il y a des industriels qu'on peut couper. On peut demander au public de réduire sa consommation, etc. Mais bon, ça fait un peu aveu d'échec quand même. Il y avait eu en 79 un délestage. Oui, il y a eu plusieurs blackouts. Voilà. Je me souviens très très bien parce que c'était l'époque où l'on voulait mettre une centrale en Bretagne.
C'était le combat. C'était la grande époque de la construction du programme français, mais qui n'était pas encore construit. Voilà. Et il y avait le boom économique qui augmentait la consommation, mais les centrales nucléaires n'étaient pas encore arrivées. Plug off. Voilà. Et donc maintenant, on se retrouve dans un deuxième goulot d'étranglement qui est qu'on diminue notre capacité de production électrique alors que le besoin augmente. Donc on va se retrouver exactement devant le même genre de problème. Et la solution, c'est de construire des capacités de production fiables, disponibles, quand on en a besoin, puisqu'on ne sait pas stocker ces grandes quantités d'électricité. Le problème de l'électricité n'est pas stockable. Si, c'est stockable en petite quantité dans des piles électriques. Même à l'échelle d'une maison, on peut stocker le jour pour la nuit si on a des panneaux solaires. Mais on ne peut pas stocker l'hiver pour l'été. Et on ne peut pas stocker... Il faut voir qu'à l'échelle du pays, on parle de térawattheures. Oui, térawattheures. Donc des térawattheures, c'est des milliers de gigawattheures et des millions de mégawattheures et des milliers de millions, des milliards donc de kilowattheures. Voilà. Et donc, on parle en centaines de térawattheures pour un pays comme la France dans la production électrique à l'année. Donc, c'est des très grosses quantités et on peut stocker avec des piles. Voilà. Donc, c'est pas du tout à la hauteur du problème. Est un flux, donc, pas un stock. Avec cette idée d'adaptation de la demande, c'est-à-dire de mettre à contribution les citoyens pour réduire leur quantité, avec des compteurs comme Linky, par exemple, eh bien, en fait, on est en train de gérer la pénurie. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de construire les usines dont on a besoin, donc on demande aux gens de gérer la pénurie. C'est comme les tickets de rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une économie de la décroissance, quoi. C'est une économie de la décroissance dans toute sa beauté et surtout dans tout son ridicule. Voilà, c'est absurde. Au lieu d'avoir ce dont on a besoin, on est en train de reculer sur le plan du confort, de reculer sur le plan de la puissance économique, de reculer sur le plan de la balance commerciale, de reculer sur la balance de la puissance industrielle, de reculer sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement électrique. Donc oui, le risque de blackout augmente. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un blackout demain matin, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chances qu'on en ait. Mais comme le problème s'aggrave, plus de confort. Eh bien, le confort... Il y a une demande, en tout cas. Ça, c'est une question presque philosophique. Personnellement, je pense que confort a du bon. Je ne me vois pas vivant dans une grotte, bien que j'adore dormir à la fenêtre ouverte. Mais je trouve qu'on respire mieux. On met une grosse couette et ça va très bien. Mais je ne l'impose pas, même à mes proches. Tout le monde ne partage pas ma vision des choses. Alors, et de temps en temps, quand on est malade ou qu'on a envie d'être bien au chaud, ça fait quand même du bien d'avoir un bouton de chauffage qu'on peut à volonté augmenter. Donc, à vous entendre malgré tout, on va quand même encore dépendre des énergies fossiles un certain temps. Alors oui, parce que de toute façon, même si on faisait tout ce qu'il faut pour faire la transition, et elle est possible, c'est une transition de l'ère, on a connu l'ère du charbon, ensuite l'ère du pétrole, un peu diversification dans le gaz. Et l'ère de demain, ça sera à l'évidence le nucléaire. On va vers l'ère du nucléaire, tôt ou tard. La question, c'est est-ce que c'est la France qui va être leader mondial là-dessus, puisqu'on l'était jusqu'à maintenant. On a fait la version 1.0 de la transition énergétique, c'est-à-dire la conversion de l'électricité. Il reste à faire la conversion du chauffage des bâtiments en France et la conversion des véhicules vers les véhicules électriques. Et à ce moment-là, on aura fait la transition 3.0, c'est-à-dire 100% zéro carbone, ou presque. Bon. Voilà. Donc, est-ce que la France, qui était leader sur la transition 1.0, va le rester pour les 2 prochaines étapes? C'est ça l'enjeu. Or, la Chine avance très fort. Un certain nombre d'autres pays se développent dans cette direction. Et donc, on risque de perdre le leadership industriel qu'on a eu. Donc, est-ce qu'on veut un monde avec des carences en énergie, sachant que de toute façon, on n'a pas de pétrole, pas de gaz, et on voit qu'on a des menaces de coupure de notre approvisionnement en gaz, de la part de M. Poutine, Nord Stream 2 on fait tout pour qu'il soit tenté de couper le gaz. En tout cas, c'est pas prudent ce qu'on fait, ça c'est sûr. Parce qu'on a eu cet avertissement du premier choc pétrolier, on en a tenu compte, on a construit un programme nucléaire formidable, puis maintenant, comme c'est un peu loin, on oublie et puis on fait des fables sur l'énergie qui demain sera gratuite et bienveillante pour tout le monde. Sauf qu'on voit qu'on est dans un monde où il y a des bruits de bottes aux frontières de l'Europe et que la bienveillance, n'est pas forcément la règle générale en politique étrangère. Donc on ferait bien de se réveiller et de construire les usines parce que n'oublions pas qu'il faut de l'ordre de 8 ans pour construire une centrale et 20 ans ou 25 ans pour construire un programme complet. Et que donc le jour où M. Poutine nous coupera le robinet de gaz
ou le jour où une grosse guerre sur le golfe Persique nous coupera le robinet du pétrole pour nos voitures, c'est pas instantanément que tout le monde aura une voiture électrique dans son garage. Sûrement pas, non. Il faut anticiper de plusieurs années. Or maintenant, les voitures électriques fonctionnent, la technologie existe. Elle coûte par kilomètre roulé moins cher que les voitures à essence. Moi, je suis un citoyen zéro carbone depuis maintenant 10 ans, depuis fin 2012. Je roule en voiture électrique. Ma maison est alimentée uniquement en électricité nucléaire et hydraulique française et en partie aussi par mes panneaux solaires, en grande partie. Y compris ma voiture électrique. Donc ma première tranche de panneaux solaires de 20 mètres carrés, ça faisait la consommation de ma maison. Mais pas toujours au bon moment. Et la deuxième tranche, ça fait ma voiture électrique. Donc je suis citoyen zéro carbone. Donc comme quoi ça existe. Sur les risques de catastrophe nucléaire ou sur le problème éventuel que pourraient poser les déchets nucléaires. Alors les risques de catastrophe nucléaire, bien sûr, dès qu'on a 1000 mégawatts, la puissance d'une centrale ou 1600 mégawatts pour le PR entre les mains, c'est comme de conduire une voiture très rapide, une Porsche ou une Ferrari. C'est puissant. Donc il faut être prudent. Mais évidemment qu'il ne faut pas conduire avec une voiture sans frein, un volant qui ne tient pas, en n'ayant pas mis sa ceinture, à 150 km/h sur une petite route de montagne en zigzag, où la route n'a pas été entretenue, donc il y a des trous, des nids de poules partout, et le chauffeur a bu 1 litre de whisky avant de prendre le volant. Évidemment qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut un chauffeur prudent, avec des centrales électriques bien construites, avec des grosses... Mais tout ça, on sait le faire. On sait le faire, et ça fonctionne très bien en France. Et sur les déchets. L'accident le pire qu'on puisse avoir en France, c'est un accident du type de celui qui est survenu à Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Je m'en souviens très bien. Voilà. Donc le bilan, sur cet accident-là, c'est 0 mort. Oui. Et 0 blessé. Et 0 pollution. Et quasiment 0 pollution, puisque très peu de rejets radioactifs dans l'atmosphère. En revanche, la presse nous en a fait long comme ça. Alors, on en a fait toute une histoire, et ça a mis un point d'arrêt brutal au programme nucléaire américain. Tellement le cinéma et la presse... il y a eu le film sur le syndrome chinois, vous vous souvenez, à l'époque, qui a fait très peur aux Américains, et donc le président, je crois que c'était... c'est Carter, à l'époque, qui a brutalement interrompu le programme nucléaire américain. De même que Madame Merkel, en Allemagne, a brutalement interrompu le programme nucléaire allemand avec Fukushima, ce qui était ridicule, soit dit en passant, puisque en Allemagne, toutes les centrales nucléaires étaient sur des rivières, donc il y avait 0 risque de tsunami. Et puis les centrales n'étaient pas sur la mer. Mais c'était parce qu'il y avait un land qu'elle risquait de perdre si elle ne prenait pas une position... abrupte antinucléaire à ce moment-là, compte tenu de l'antinucléarisme des citoyens allemands. Donc pour des raisons politiques, là encore, de mauvaise politique ou de politique conjoncturelle, l'Allemagne, malheureusement, s'est désengagée du nucléaire. Et le nucléaire, néanmoins, reste l'avenir. On voit qu'un grand nombre de pays redéveloppent leur nucléaire dans le monde. Bien sûr, la Chine, bien sûr, l'Inde, qui sont les deux principales... puissance mondiale en termes de population en tout cas. Oui. Les États-Unis s'y remettent, un certain nombre de pays européens également, comme la Finlande, mais pas seulement, la Grande-Bretagne redémarre également, et puis en France on voit que ça commence à frémir. Voilà. Mais en fait l'enjeu c'est qu'il faut aller très vite, parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de perdre un quinquennat de plus. Parce que nos réacteurs, il va falloir les remplacer un jour, ils vont, comme aux États-Unis, aller jusqu'à 60 ans. Mais il faudra les remplacer, et comme il faut organiser le programme nucléaire et le temps de construction, eh bien, on a besoin de prendre les décisions maintenant, 2022-2023. Donc on ne peut plus se permettre de perdre 5 ans. Eh bien, merci. Mais le nucléaire reste l'avenir. Merci Olivier. Merci Bruno pour ces éclairages, c'est le cas de le dire, puisqu'on a beaucoup parlé de l'électricité. J'ai noté qu'on avait perdu un quinquennat, on n'aimerait pas en perdre un deuxième. C'est ça, c'est tout l'enjeu. Conclusion Merci, très politique. Merci Bruno Combi, merci Pierre et à très bientôt, chers téléspectateurs.